difficultés et également les opportunités. Je me présente, Raphaël Martinez, et je suis chargé de l'équipe technique pour l'apprentissage et la politique. Donc, nous aurons l'occasion de parler de l'étude de la Banque mondiale, dont vous voyez le titre sur l'écran. La publication sur l'amélioration des résultats de l'éducation dans la région, les actions et la mise en œuvre qui sont nécessaires pour les pays pour améliorer l'apprentissage, pour améliorer également l'accès pour tous. Nous allons commencer tout d'abord ce webinaire par un exposé des deux publications, Jepentan et Annan. On parlera des réussites et des difficultés des pays dans le domaine de l'apprentissage pour l'appui, par exemple, des enseignants, le financement de l'éducation et le renforcement des capacités. Nous allons présenter également les recommandations de mise en œuvre des politiques dans cette étude, et nous aurons une méthodologie qui a accompagné cette étude qui se fonde sur les trajectoires de systèmes de l'éducation dans la région. Après l'exposé, nous aurons deux collègues du GPE qui vont nous expliquer dans quelle mesure ces conclusions sont importantes pour la mise en œuvre de la stratégie 2020 du GPE, suivies de questions, de commentaires, d'observations de la part des participants en ligne. Avant de passer la parole aux auteurs de cette étude, j'aimerais vous rappeler plusieurs questions d'intendance. Si vous avez des difficultés de connexion, envoyez-nous un mail à globalpartnership.org. Nous aurons des questions-réponses par la suite. Envoyez-nous vos commentaires sur le webinaire par la fonction salon ou chat de YouTube ou encore au même mail que tout à l'heure. Et cette séance sera enregistré, à la suite de quoi nous allons parler des ressources de ce webinaire, y compris les liens pour l'enregistrement et le compendium. Je suis ravi donc de passer la parole à mes deux collègues qui tous les deux travaillent au pôle éducation de la Banque mondiale. Ils ont 20 ans d'expérience sur ces questions de développement du capital humain, tout particulièrement en Afrique. Projet de la Banque mondiale, études, dialogue sur le développement en Inde, l'Afrique du Sud, Sri Lanka, le Soudan, l'Afrique du Sud, etc. Notre collègue est consultant du pôle éducation. Elle a passé 30 ans à des postes supérieurs à la Banque mondiale, y compris conseillère sur les différentes difficultés dans les économies émergentes. Je passerai maintenant la parole à Elisabeth Ejebeng. Merci mille fois à Raphaël, merci à tous au GPE de nous avoir invités à ce webinaire. Nous sommes ravis d'être ici et au nom de mon équipe, j'aimerais vous remercier à nouveau. Nous avons également Natacha à nos côtés qui fait partie de l'équipe principale, Jipeng à mes côtés et les autres auteurs, Lockheed et Bachir, qui n'ont pas pu venir en revanche. Je vais commencer rapidement par l'exposé. Vous allez voir que le titre de cette étude est Perspective. Et ce qui est tiré de Nkrumah, à l'indépendance du Ghana, le président donc, nous devons avoir des perspectives vers l'avant. Disait-il, les pays africains ont beaucoup à apprendre entre eux quant à l'amélioration de l'apprentissage, l'accès également et le parachèvement de l'éducation de base. L'objectif et la portée de cette étude, eh bien, nous allons couvrir tous les pays d'Afrique subsaharienne, puisque nous parlons de 48 pays et que c'est un certain nombre, nous allons rester penchés sur la qualité, l'accès de l'éducation de base. Tout d'abord, parce que c'est pour les ministres de l'Éducation, pour les DD4, c'est-à-dire que l'éducation de base sera obligatoire et également gratuite dans la région Afrique. C'est ça l'axe.
Alors, les grands axes, nous voulons savoir ce qui fonctionne pour améliorer l'apprentissage. Nous avons des éléments qui nous viennent du monde entier, mais il nous faut comprendre également ce qui fonctionne pour l'apprentissage dans le contexte africain et en Afrique, dans des pays particuliers. Mais au-delà de ce qui est scientifique, de ce qui fonctionne, nous voulons également parler de la façon dont nous allons mettre en œuvre ce qui fonctionne. C'est souvent une difficulté avec nombre des pays partenaires avec lesquels nous travaillons, c'est-à-dire que nous avons davantage d'éléments scientifiques, mais la capacité de les mettre en œuvre est relativement difficile. Donc, l'on parle non seulement du côté scientifique, mais également parler de la prestation de services dans ce rapport. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif étant que les pays peuvent avoir un apprentissage croisé. Nous allons donner des exemples. Quels sont les pays, qu'est-ce qu'ils ont fait dans des domaines particuliers, et nous allons essayer de donner des illustrations, de bonnes illustrations, mais également d'autres plus médiocres. Et nous pouvons tirer parti des deux, je crois. Nous devrions poursuivre cette culture d'apprentissage, où les pays africains, individuellement, renforcent leur répertoire de connaissances de ce qui fonctionne dans leur cadre. Et ce que l'on voit dans la région, c'est que l'expérience est très variée selon les pays. L'on peut effectivement tirer parti les uns des autres, mais il faut que ce soit pertinent pour chaque pays. Mon pays, mais plutôt les publics sont des ministères de l'éducation, des finances. Ceci pour la région Afrique australe et de l'Est. Le rapport est en anglais à l'heure actuelle et le récapitulatif sera en français. Le rapport intégral sera disponible en français au mois de février. Quels sont les enseignements de cette étude? Alors, nous avons essayé de comparer les pays en fonction des progrès dans le secteur de l'éducation et de l'apprentissage. Également, nous avons examiné la progression des élèves, les enseignants, les budgets, le déficit des capacités. Et nous parlons dans ce rapport quelles sont les implications pour la région. Je vais donc passer au premier sujet. Comment regrouper les pays? Nous avons différents pays avec lesquels nous travaillons. Donc, comment les regrouper? Comment tous les regrouper? Alors, voici comment nous les avons regroupés, ces 48 pays, 4 groupes qui ont été déterminés au fond. Et voici donc la répartition géographique. Tout d'abord, les pays qui, à notre sens, ont de très bons résultats pour l'accès pour l'éducation primaire. Et je vous ferai le distinguo. L'éducation de base, telle que définie pour nous, c'est donc les 4 premières années. Et donc, l'éducation primaire, c'est-à-dire 1 à 6 ans, et secondaire qui sera de la 7e année à la 9e année. La raison pour laquelle nous nous axons sur l'éducation primaire, c'est plus particulièrement sur le regroupement de ces pays, c'est que c'est les meilleures données dont nous disposons. Lorsque l'on arrive à l'éducation secondaire, la première tranche, nous avons moins de pays d'où nous disposons des données sur l'accès. Donc l'accès, c'est ce qui nous intéresse ici, l'accès à l'éducation primaire. Donc le premier groupe étant confirmé. Alors les pays en fait sont en Afrique australe, bon nombre sont des pays de revenus intermédiaires, le Lesotho par exemple. Les pays ayant émergé et le groupe émergent, vous voyez que c'est une répartition sur tout le continent. Et enfin, ce que nous appelons différé en termes d'accès, ce sont les pays dans la ceinture du Sahel, touchés pour la plupart par des conflits et d'autres éléments de fragilité. Alors, si l'on se penche plus avant sur le regroupement de ces pays en quatre groupes, tout d'abord, où sont les pays quand ils ont l'accès à l'éducation primaire en 2000? Et c'est là la ligne en rouge que vous voyez sur notre graphique. Et puis ensuite, les données dont nous disposions à l'époque, c'était pour 2013, et nous avons maintenant une mise à jour pour 2015. Nous avons examiné où ils se trouvaient en 2013 à l'époque, et là, c'est ce que vous voyez en vert. Nous avons également regardé la non-scolarisation, c'est ce que vous voyez en bleu en bas. Si je peux vous montrer les extrêmes,
nous avons des pays qui sont établis, qui sont confirmés, qui ont eu un taux de non-scolarisation très faible, donc peu de pays qui ne sont pas scolarisés, et un accès à 100% ou quasiment à l'éducation primaire. Et nombre de ces pays, pour la plupart d'ailleurs, ont 100% de réussite scolaire, c'est-à-dire ils ont bien progressé sur l'accès au niveau de la première tranche du secondaire. De l'autre côté, en manche du graphique, à droite, nous avons les groupes 4, c'est-à-dire les différés. Vous avez des pays qui sont inclus avec une non-scolarisation très élevée. Et qui n'ont pas complètement accès ou accès universel. Donc, en rouge, c'est 100% d'accès, donc nombre de pays qui ont quelques difficultés, vous le voyez, pour arriver à cet accès universel. Et au milieu, vous avez des pays qui ont avancé à très grands pas quant à l'accès à l'éducation. Des pays RDC ou encore Ouganda, Malawi. Ce sont des pays qui ont encore une fois avancé à pas de géant dans l'accès à l'éducation. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a une trajectoire complètement différente quant à l'accès à l'éducation. La région n'est pas uniforme dans la façon dont on aborde l'accès à l'éducation et dans certains pays, il reste beaucoup à faire, alors que dans d'autres, il s'agit de s'assurer qu'une fois que les enfants sont scolarisés, ils le restent et que dans d'autres pays, il faut aller toujours plus loin pour qu'il y ait une éducation secondaire universelle et améliorer également la qualité de l'éducation. C'est là les deux axes. Alors, vous voyez pour les pays dont nous disposions les données, quels sont les progrès pour le premier cycle du secondaire. Encore une fois, c'est la 7e année et la 9e année de scolarisation, donc des pays qui ont fort bien réussi au niveau du primaire pour l'accès et qui ont de bons résultats pour l'accès au premier cycle du secondaire. Ceux qui sont au niveau émergent sont tout à fait différents quant au niveau d'accès. Mais en général, en Afrique subsaharienne, le premier cycle de secondaire s'est développé, certes, mais il n'est pas encore arrivé au niveau que l'on escompterait, étant donné les chiffres qui ont progressé au primaire. Donc, en 2010 et 2014, le premier cycle du secondaire, l'accès tout du moins, est passé de 31 à 66%. Voilà, ça c'était l'accès. Et l'une des questions qu'on nous pose, c'est pourquoi on regroupe les pays à partir de l'apprentissage. La réponse qui sera la plus facile, c'est que nous n'avons pas suffisamment de données sur l'apprentissage, tout simplement. Mais le volume d'informations que nous avons sur l'apprentissage, bien sûr, s'améliore en Afrique. Et là, vous avez une représentation de 80 des évaluations de 96, alors des premières classes aux évaluations internationales, Teams and Pearls, les évaluations régionales également, pour adopter donc ces évaluations telles que STEP. Donc, nous avons regardé l'alphabétisation de la petite enfance à l'alphabétisation adulte, donc 96%. Il y a effectivement progression en Afrique. Et là, encore une fois, vous voyez que c'est un graphique très coloré, donc chaque pastille représente l'une des évaluations. Il y en a 96. Ce que vous y voyez, c'est que c'est le minimum de compétences en lecture et en mathématiques ou en sciences. Quel que soit où l'on se trouve, toutes ces évaluations ont un niveau minimum de compétences. Et ce que vous y voyez à l'écran, c'est que les pays du groupe 1 et le Burundi, tous les pays, moins de 75% de leurs élèves ont un minimum de compétences réalisées. Donc, de quoi s'agit-il ici? C'est différent selon les évaluations, bien sûr, mais il s'agit de ce que chaque élève devrait savoir à son niveau particulier. Alors, par exemple, pour la lecture, ce sera tout ce qui est une note supérieure à la moyenne.
Dans les évaluations de service, qui est une évaluation pour la 4e année, le minimum de compétences sera la capacité de lire une phrase à haute voix. Alors pour les maths, ce sera une certaine connaissance des chiffres et des décimales. Donc voilà, ça c'est le minimum des compétences et le fait que nous n'avons pas beaucoup de pastilles vertes sur ce graphique. C'est là la préoccupation. Vous verrez que vous avez des pastilles rouges en grand nombre, ce qui veut dire que 25% des élèves sont arrivés à ces minimum de compétences. Et il y a tendance, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de pastilles dans les groupes 2, 3 et 4, mais pas de pastilles rouges dans le groupe 1. Donc il y a des pastilles, certes, mais au moins l'on va plus loin au niveau de l'enseignement ou de l'apprentissage. L'on aimerait avoir davantage de pastilles vertes lorsque l'on parle de minimum de compétences. Alors, quand on parle de l'apprentissage, allons plus loin dans les données, ce qui est frappant à nos yeux, c'est que les compétences de base sont relativement asthéniques dans tous les pays sur le continent africain. Et ceci vient des indicateurs de prestation des services, qui est une évaluation qui est remise aux élèves à la fin de la 4e année. Et donc, ça c'est pour la lecture. Il y a également une évaluation de mathématiques. Mais ce que vous voyez, donc, ici pour la lecture, ça a été fait dans 10 pays de la région Afrique. Nous vous en montrons 7 ici. Et ce que vous remarquerez, c'est que pour les compétences de base, moins de 10% des élèves peuvent lire un paragraphe simple. 10%, je dis bien. Donc, à la fin de cette 4e année, l'on escompterait que les enfants de 11 à 12 ans devraient pouvoir lire un paragraphe simple, et ce facilement. Dans 4 de ces pays, moins de 20% pouvaient lire une phrase. Je vous ramènerai donc à la Tanzanie. Ici, la Tanzanie est un pays où l'on enseigne les langues telles que le Kiswahili. Et vous voyez qu'ici, les enfants ont de meilleurs résultats sur les Kiswahili plutôt que de travailler en anglais. Et j'y reviendrai parce qu'on arrive à mon argument suivant. Qu'est-ce qui est opérant pour l'amélioration de l'apprentissage? Donc, toutes ces différentes évaluations ont été examinées. Vous verrez dans le rapport, si vous le consultez, vous avez une ventilation de chaque évaluation régionale. Quels sont les différents facteurs, par exemple, qui ont une incidence sur l'apprentissage? Et l'on a vu dans cette évaluation qu'il y a quelques éléments ou indicateurs, éléments plutôt d'apprentissage efficace. L'une étant les enfants dans les ménages à bas revenus ont de moins bons résultats avec ceux qui sont plus avantagés. Le sexe de l'enfant est également une différence, fait une différence, pas toujours. Mais ce qui a surtout été frappant, c'est que les enfants qui parlent la langue de l'enseignement, parfois à la maison, ont de meilleurs résultats que ceux qui ne parlent pas la langue de l'enseignement à la maison. Donc, si vous allez à l'école et qu'à l'école, on vous enseigne dans une langue que vous connaissez, peut-être pas celle que vous avez à la maison, mais que vous connaissez, vous allez mieux réussir dans ces évaluations que si vous ne parlez pas la même langue à l'école et à la maison. Et donc, vous voyez la différence en rouge, ce sont les cotes pour les enfants de PASEC, évaluation en Afrique de l'Est. Vous voyez une grosse différence entre les chiffres en rouge et en noir. Ce sont les nombres d'enfants qui parlent la même langue à la maison et à l'école. Vous voyez le Burundi encore une fois. Le chiffre en rouge est un peu plus élevé que le chiffre le plus élevé pour d'autres pays. Dans notre rapport, nous sommes axés sur le Burundi en particulier. Pourquoi est-ce que le Burundi a de meilleurs résultats dans les évaluations d'apprentissage?
En dehors de l'analyse des facteurs qui ont une incidence sur l'enseignement ou l'apprentissage, à partir de ces évaluations, nous avons également analysé un travail réalisé par 3AI, qui est une méta-analyse des évaluations à haut impact, 200 interventions dans quelques 52 pays à revenus moyens et faibles. Et nous nous sommes penchés plus particulièrement sur les interventions pour l'Afrique subsaharienne, pour 21 pays qui avaient bénéficié d'interventions, et nous l'avons comparé à la façon dont l'impact de ces interventions, on le compare à d'autres pays en un revenu faible, alors en vert foncé, en vert clair. En fait, ce devrait être le contraire. L'Afrique subsaharienne est en vert foncé et les pays à faible revenu et à revenu moyen sont en vert clair. Mais l'impact que nous voyons véritablement ici sur la pédagogie structurée et les heures supplémentaires, ces deux éléments, ainsi que d'autres, pèsent de leur poids dans la balance. Et on parle de pédagogie structurée. De quoi s'agit-il? C'est un ensemble de cursus qui est relié à la formation par la suite et un appui pour les enseignants, relié également aux documents qui sont remis, aux manuels qui sont remis aux élèves, et relié à l'évaluation permanente des élèves et des enseignants. C'est ça qui est important en Afrique subsaharienne. Vous voyez également des différences entre l'Afrique subsaharienne, les impacts donc que l'on voit en Afrique subsaharienne par rapport à d'autres pays. Mais cela reste un ensemble de connaissances qui doit être développé, c'est-à-dire que les éléments probants doivent être développés dans ce domaine. Nous n'avons pas suffisamment d'évaluation d'impact pour la région Afrique, comme je l'ai dit, 21 pays et quelques 50 interventions, mais nombre de ces interventions, la moitié en fait, se trouve au Kenya. Donc, c'est plus particulièrement axé sur certains pays. Nous n'avons pas suffisamment de répartition. Passons maintenant aux domaines plus évolués que nous avons étudiés. Dans la première partie, je vous ai parlé de l'accès et de l'apprentissage, alors que maintenant, nous allons voir de plus près les autres questions. Et je vais vous parler de des progrès des élèves. Et ensuite, je passerai la parole à Dipeng, qui nous parlera des autres domaines. Alors, les progrès des élèves. L'une des questions, dans nombre de pays où nous avons le groupe 2, 3 et 4, la question étant que lorsque les élèves arrivent à l'éducation de base, lorsqu'ils y entrent, nous avons un bouchon de circulation, si vous voulez, ou un goulet d'étranglement. Mais je vous expliquerai tout à l'heure. Mais donc, il y a peu de rétention dans plusieurs pays. Donc, les élèves ne vont pas jusqu'à la fin de l'école primaire, ni l'éducation primaire, ni l'éducation de base. Donc, la transition au premier cycle secondaire, et là, c'est là le défi. Et l'on parle également des incidences politiques quant à ces questions et comment elles peuvent être réglées. Passons maintenant aux premières difficultés. Donc, il y a 3 domaines. Le premier domaine, bien sûr, c'est les enfants qui rentrent à l'éducation primaire. Et nombre d'enfants sont plus âgés pour arriver dans le système d'éducation. Donc, l'âge d'entrée devrait être 6 à 7 ans dans la plupart des pays africains. Les enfants vont à l'école plus tard. 8, 9, 10 et 11 ans. Et donc, ce que l'on voit dans nombre de pays, c'est que les enfants arrivent à l'école très jeunes, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'âge scolaire, mais qu'ils vont à l'école. Donc, ils arrivent à l'éducation primaire trop jeunes. Mais vous avez également l'autre question de participation, de fréquentation irrégulière. Vous avez des classes énormes, vous avez des enfants trop âgés, pas suffisamment âgés, des enfants qui ont le bon âge scolaire. Et donc, c'est très difficile d'enseigner à des classes qui sont, par exemple, en extérieur, à ciel ouvert, et avec insuffisamment
d'installation et des enseignants qui ne sont pas formés. Donc nous avons trop d'enfants qui sont dans le système, qui restent là où ils sont. Et donc nous avons des redoublements dissimulés. Ils ne passent pas d'une classe à l'autre. Ils redoublent, même s'ils devraient suivre la politique qui est de passage de classe à l'école, de classe en classe automatique. Mais donc il y a des répétitions dissimulées. Nos collègues qui ont étudié cette congestion et ont regardé donc l'efficience au niveau des premières classes. C'est l'indice qui voit les inefficiences internes aux premières classes. Je ne vais pas me concentrer sur tout ce qui constitue cet indice. Il y a quatre indices, mais je voulais parler ici des différents points qui, en fait, notent un certain nombre de pays dans une région. Les points en rouge sont là où il y a de réels problèmes d'inefficacité, où les enfants entrent dans le système et commencent à tourner en rond, stagner. Alors, dans les pays d'Afrique subsaharienne surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des pays où ces niveaux d'inefficacité sont élevés, eh bien, ce sont des pays des groupes 2 et 3. Vous vous souvenez de ces pays qui font un excellent travail en matière d'accès à l'éducation, mais à partir du moment où les enfants entrent dans le système, en même temps, ce sont quand même des pays avec des taux de fécondité élevés, donc énormément d'enfants entrent dans le système, et régulièrement, et le système est complètement accablé avec le nombre d'enfants à absorber. Alors, comment traiter de ce problème de congestion dans les premières années? Alors, on a l'exemple de l'Afrique du Sud, qui a vraiment fait un effort concerté pour essayer de traiter de ce problème, de résoudre la congestion, et a réussi. Et donc la mise en œuvre de cette politique était dans les années 90, et en fait, on a pu en Afrique du Sud lutter contre ces inefficacités. Mais que faire en cas de congestion? Tout d'abord, il faut se fixer des cibles, des objectifs ambitieux mais crédibles pour que les enfants en première année vont rester à l'école jusqu'en quatrième année sans redoublement. Et l'une des raisons pour laquelle ils sont parfois, ils décrochent, c'est tout simplement parce qu'il y a cette espèce de stagnation. Et en fait, il faut veiller à ce qu'en deuxième année, les enfants reçoivent un enseignement dans la langue maternelle. Alors là, la langue d'enseignement est importante à cet âge dans ces classes. Donc, il convient également d'élargir l'accès aux enfants allant à l'école à l'âge adéquat, avec donc le contexte habilitant et tout ceci en combinaison avec d'autres mesures. Mais quand on en parlait de congestion, au-delà de la congestion, eh bien, nous constatons ceci. Une fois qu'un enfant rentre dans le système, il ne le parachève pas. Ce graphique vous montre le taux de longévité scolaire jusqu'en 9e année. Donc, ce sont le nombre d'enfants dans une cohorte qui commence en première année et termine en 6e année ou en 9e année. Dans ce cas-ci, seulement 16% des élèves qui ont commencé à la première année sont allés jusqu'à l'année 9 au Malawi. Au Mozambique, 50% des enfants qui sont entrés à l'école, donc en première année, ont terminé leurs études et en allant jusqu'à la 9e année. Et donc on voit aussi une interruption et un problème par rapport aux premières années d'études et au premier cycle du secondaire et ensuite plus loin. Mais on voit aussi un décrochage même dans les années précédant l'année 6, la 6e année. Et dans de nombreux cas, eh bien, c'est à cause des concours et des examens nationaux qui font que les enfants décrochent. Alors pourquoi est-ce qu'ils abandonnent leurs études avant de les avoir parachevées? Eh bien, pour de nombreuses raisons, des enfants à l'éducation de base. Donc, dans un pays comme le Kenya, un moteur important qui fait que les enfants abandonnent leurs études, dans un pays tel que le Mozambique, eh bien,
eh bien, la qualité d'éducation est mauvaise et donc fait défaut. Et le lien coût-qualité est l'un des principaux problèmes qui fait que les enfants abandonnent leurs études. Alors ce problème aussi où les enfants sont trop jeunes, problème souvent constaté dans les pays, le Nigeria entre autres. Par conséquent, pour conclure cette section, on veut vraiment veiller à ce que les choses avancent et comment le faire. La question se pose et il faut veiller à ce que les choses avancent de façon uniforme en matière d'éducation de base. Alors, tout d'abord, il faut examiner de près les incitatifs pour améliorer la demande vis-à-vis de l'éducation. Donc, retirer tout obstacle, tout frais de scolarisation et aussi l'approvisionnement, enfin l'offre d'éducation. Est-ce qu'il y a suffisamment d'écoles de premier cycle du secondaire avec suffisamment d'enfants dans ces classes et quels sont les ensembles de mesures ainsi que les installations qui doivent être fournies et ce de façon rentable et qui facilitent également une expansion. Et troisième domaine dont on parle, les questions structurelles qui entravent les progrès souvent, donc là, les examens, les concours. Voilà, je vais m'arrêter là et donner la parole à Nji Peng qui va, elle, parler des enseignants. Merci beaucoup. Alors, les enseignants sont le quatrième des 4 domaines prioritaires sur lesquels nous voulons nous concentrer. Voilà. Donc là, il y a 5 domaines d'action, 5 axes. Et évidemment, il y a énormément de détails dans l'œuvre complète, mais il faut vraiment avoir une bonne idée de quels sont les défis par rapport à 2 points d'entrée. Tout d'abord au niveau de l'école et au niveau systémique. Donc on a vu énormément une augmentation du recrutement d'enseignants importante. Et donc, dans toutes les régions, et les pays gèrent cela en plaçant une personne devant la salle de classe. Mais bien souvent, cette personne n'a vraiment pas les compétences nécessaires pour enseigner. Ensuite, il y a une espèce de déploiement un peu uniforme dans les écoles. Énormément de pression. Et donc souvent, les enseignants commencent à se regrouper dans les zones les mieux loties. Et on parle également aussi de pédagogie structurée et de temps, par rapport au temps. Et là, en ce sens, on voit que c'est problématique en Afrique subsaharienne, les compétences sont faibles, le soutien aux enseignants est souvent compromis et l'environnement, le contexte d'apprentissage n'est pas propice. Il y a également l'absentéisme des enseignants qui est un grand problème. Alors je vais maintenant passer à la planche suivante pour vous montrer que finalement, le problème de l'absentéisme n'est pas seulement le fait que les enseignants, les instituteurs ne vont pas à l'école, ils ne vont pas dans les salles de classe, tout simplement. Dans ce graphique, on peut constater que pour les enseignants qui sont absents de l'école, c'est souvent pour des raisons reconnues ou autorisées. Donc, les enseignants sont en formation et donc ne peuvent pas aller à l'école enseigner. Et donc, il y a donc toute cette cohorte d'enseignants qui est absente des écoles. Par exemple, en bleu, la ligne bleue, je vois mal, la ligne en bleu vous montre le pourcentage très élevé de salles de classe qui sont souvent des salles de classe où il y a énormément d'enfants, où il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'instituteurs enseignants. Et d'ailleurs, ça, ce sont des données émanant d'une enquête, données que nous avions utilisées pour justement cette planche. Alors, par rapport aux connaissances des enseignants, eh bien, elles sont insuffisantes, et ce, dans les domaines les plus poussés. On a fait passer des tests aux enseignants
Et toute une gamme d'outils ont été utilisés qui révèlent les énormes écarts en connaissance des enseignants, les grandes insuffisances. Et lorsque le travail devient plus difficile, composition, dissertation, fraction, etc., eh bien le pourcentage d'enseignants qui arrivent à ce stade et qui fournissent de bonnes réponses, eh bien là, tombe à des niveaux très bas, même dans les pays du groupe 1. Donc ça constitue un problème important. Sur la planche suivante, ça c'est une planche très intéressante parce que l'on parle ici de pédagogie structurée. Donc l'enseignant doit disposer d'un ensemble d'ingrédients qui doivent être réunis lorsque celui-ci est dans l'école, dans la salle de classe. Alors il faut identifier ce qu'est cet ensemble de mesures ou d'ingrédients. Eh bien, les coefficients enseignants-élèves, eh bien, on voudrait que ce soit pas plus de 50 élèves par enseignant. L'environnement physique, les installations, donc des sanitaires ou un sanitaire, alors ceci indique aussi que l'on peut ajouter toute une liste d'autres ingrédients ou d'autres causes, facteurs, donc l'environnement physique doit être acceptable, un minimum. Et ensuite, la dimension d'enseignement, 12 années de formation devraient avoir les enseignants. Et des manuels scolaires, des guides doivent être mis à leur disposition, et surtout là où pour 90% des élèves devraient avoir leur propre manuel. Et il faut également que les élèves soient présents en salle de classe en même temps que l'enseignant, afin qu'il y ait un enseignement qui soit prodigué. Et ce que l'on ne reconnaît pas toujours, mais qui est pourtant important en Afrique, c'est que les élèves devraient apprendre dans un contexte propice. Et on voit que il faut qu'il n'y ait absolument aucune pression, pas d'abus sexuels, pas de toxicomanie, pas de substances, etc. Donc on parle de seuils particulièrement faibles, très bas. Et on peut voir ce sont des données SECMEC. Là, vous voyez la proportion d'écoles qui peuvent offrir des conditions acceptables à minimum. Ce ne devrait pas être si difficile. Le Kenya, par exemple, est à 78% tout en haut. Donc 5 des 6 conditions sont réunies. Mais c'est un ensemble de conditions, de facteurs qui doivent exister, pas seulement un. 5 ou 6 de ces conditions doivent être réunies dans chaque cas. Et quelle proportion d'écoles, eh bien, est à cette norme, justement? La question se pose. Et évidemment, cela a une incidence aussi sur la répartition de ressources dans l'école et dans tout le système scolaire. Par conséquent, dans ce domaine, alors, dans la conclusion de ce livre, on dit que les outils idoines doivent être mis à disposition des enseignements. Les enseignants doivent recevoir des cycles de formation pendant leur travail, pendant leur emploi, et une formation pré-service doit être fournie. Et là, il y a nécessité d'une meilleure gouvernance aussi. Souvent, on se rend compte que le ministère de l'Éducation, ou quelle que soit l'instance de recrutement, eh bien, on se rend compte qu'il y a une inadéquation entre la formation des enseignants et ce qui doit se faire plus tard. Et toutes les structures d'organisation, tout le leadership, l'administration du système doit être améliorée. Évidemment, les salaires, la carrière des enseignants méritent aussi que l'on se concentre sur ces facteurs. Alors, on se rend compte aussi que les budgets, les capacités d'exécution de budget pourraient également améliorer
plus directement la scolarisation et évidemment l'école au service de l'apprentissage, la scolarisation au service de l'apprentissage. Bon, alors on rentre dans les détails dans cette œuvre, dans beaucoup plus de détails. Alors je vais passer à cette planche-ci maintenant. Les ressources supplémentaires s'avèrent essentielles. Il convient de mobiliser davantage de financement pour l'éducation de base, ça s'avère essentiel, et le financement doit surtout provenir de ressources nationales, étant donné les niveaux de financement par les donateurs et bailleurs, les dépenses en primaire, 1/10 en Afrique subsaharienne par rapport à un pays comme l'Afrique du Sud. Et si vous regardez un peu plus loin, la perspective d'un doublement des inscriptions en secondaire vers une éducation de base universelle, eh bien cela veut dire un grand nombre d'implications budgétaires. Les pays doivent être tout à fait prêts à mobiliser justement ce genre de ressources et à se mobiliser entièrement vers cet objectif. Et davantage d'argent, ce sur quoi on le dépense aussi, ça c'est essentiel, mais les salaires absorbent 5% du budget d'éducation, 5% pour tout le reste, et ce coefficient devrait être ajusté, peut-être 80-20 plutôt. Et enfin, la dernière boîte sur cette planche, les capacités de planification doivent être améliorées, les dépenses et l'exécution du budget, tout cela doit être amélioré. Les systèmes de gestion financière ne sont pas suffisamment robustes pour veiller à ce que tous ces éléments non salariaux soient également fournis et acquis et donc fournis, mais c'est là où on voit énormément de carences. Permettez-moi de passer au dernier domaine, les insuffisances, les déficits de capacité dans les ministères de l'Éducation. Et en fait, il s'agit là de la mise en œuvre, de l'exécution. La capacité de mise en œuvre est vraiment mauvaise. Alors, quel type de capacité, de quel type de capacité ont besoin les ministères de l'Éducation? À notre sens, les déficits de capacité peuvent être spécifiés par rapport à 4 dimensions. Tout d'abord, l'aspect donné de la question. On a besoin de davantage de données, mais il faut qu'elles soient pertinentes aussi. Un exemple d'information qui devrait être utilisée, la répartition des enseignants dans tout le système. C'est assez facile de trouver cette information, de recueillir ce genre de données. Ce n'est pas si compliqué que cela. Ces données sont-elles disponibles justement pour ces personnes qui recrutent les enseignants? Bon, ça peut être dans un autre lieu ou fait par une autre administration. Mais donc la collecte de données ne se fait pas et donc cette information n'existe pas lorsqu'il y a justement ces conversations, ces débats sur la question de répartition des enseignants. Autre domaine, les évaluations de l'apprentissage. Alors on a un grand nombre d'études menées, d'ailleurs nombre de pays ne participent pas. Il est très difficile d'évaluer justement la situation de nombre de pays. Alors le développement des curriculums, la mise au point du matériel pédagogique, la formation des enseignants, les capacités techniques, là on parle de capacité de coordination, et donc cela se fait sur un plan horizontal et vertical. Coordination donc entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances. Là, la coordination est essentielle. Et là, justement, les salaires des enseignants sont une partie importante du budget. Alors, est-ce qu'il y a coordination entre ces deux ministères? Et il faut que toutes les bonnes parties prenantes, les parties prenantes idoines soient réunies autour de la table et interviennent. Et quid de la
coordination entre le ministère de l'Éducation et dans bien un grand nombre de pays, les administrations locales, les échelons locaux. Et donc là, il doit y avoir également une coordination lorsque des enseignants sont déployés dans les écoles et lorsqu'il convient également au moment où il convient d'évaluer les compétences et les résultats. Lorsqu'on traite de personnes de ressources humaines, évidemment, les enseignants font partie intégrante de l'action pour l'éducation, mais il faut qu'il se passe un grand nombre de choses dans le processus de mise en œuvre des différentes politiques éducative. Et on a l'impression que dans ce domaine, il faut abattre davantage de travail, il faut renforcer les capacités surtout. Alors, pourquoi cela ne se passe-t-il pas, justement? Du côté de la demande, il y a incapacité à exprimer des besoins. Les besoins sont diversifiés et à long terme. Les processus sont particulièrement complexes. Bien souvent, la mise en œuvre nécessite d'apprendre sur le tas. Apprendre sur le tas en faisant. Et ce n'est pas quelque chose d'unidirectionnel, ça se fait en cercle. Et ce sont des boucles de rétroaction dont on peut profiter, mais cela n'est pas facile à gérer. Et bien évidemment, l'impact du renforcement des capacités, c'est assez difficile à mesurer de manière convaincante. Et donc, il est difficile de mobiliser des financements. Les cycles électoraux sont courts déjà et les bailleurs se concentrent davantage sur des projets à court terme, liés à un projet particulier, bien précis. L'assistance technique internationale, eh bien, n'est pas vraiment orientée vers cette espèce de processus à longue haleine pour les pays. Par conséquent, là maintenant que je voudrais conclure, en parlant de perspective, lorsque cette étude avait été publiée, on s'est dit un grand nombre de pays ont fait des progrès, se trouvent dans de bonnes situations, et quid des perspectives, quid du futur? De toute évidence, ces perspectives vont également avoir un impact sur les défis auxquels font face les pays, ce qu'ils doivent faire pour surmonter ces défis. Les perspectives économiques, des performances économiques variables, elles sont vraiment différenciées d'un pays à un autre, c'est certain. C'est très hétérogène, et la croissance, d'ailleurs, comme je le dis, est très hétérogène par rapport aux différentes régions. Et ensuite, le profil démographique des pays. De nombreux pays ont des taux de fécondité élevés. Taux de fécondité totaux au-delà de 4 enfants par famille, par ménage. Donc, de forts accroissements du nombre d'enfants en âge d'être scolarisés. On peut s'attendre à davantage d'enfants. Comment prévoir, comment planifier les choses pour absorber les enfants dans les écoles? Lorsqu'on examine les prévisions, eh bien, on se rend compte qu'une augmentation significative est attendue et la cohorte va probablement augmenter de 50% pour les premières années, mais pour le premier cycle du secondaire et le secondaire, eh bien, il y aura doublement dans les 15 années à venir. C'est une augmentation significative, énorme. Comment peut-on fournir des services? Comment peut-on assurer une couverture importante tout en améliorant les résultats de l'apprentissage? Ça s'avère être une tâche herculéenne. Les pays doivent s'y atteler et tirer les enseignements d'autres pays qui ont mieux avancé et fait des progrès. Merci beaucoup de votre attention et de m'avoir donné l'occasion de partager ces informations avec vous. Merci infiniment, Elisabeth et Jipeng, d'une présentation vraiment bien condensée, d'une étude particulièrement détaillée et foisonnante, plein d'enseignements tirés, énormément de précisions éclairantes sur pas mal d'aspects, et les partenaires du GPE pour tout le travail qu'ils mènent pour appuyer le développement des systèmes de l'éducation. Eh bien, pour parler de cela, maintenant, nous allons donner la parole à 2 collègues GPE dans la salle. Ramia, d'abord, Ramia
et directrice thématique des systèmes d'évaluation de l'apprentissage, et Margaret, qui est également responsable du système de financement d'éducation, et toutes deux vont faire des commentaires sur les diverses conclusions de cette étude et des enseignements principaux, les plus importants enseignements par rapport à nos travaux et ce que fait le GPE justement dans ces domaines. Margaret va également examiner certains points de discussion sur les enseignants. En effet, une des collègues qui devait être avec nous ce matin, l'un de ces collègues n'a pas pu nous rejoindre. Donc je vais demander à nos deux collègues de garder un temps de parole de 10 minutes. Voilà. Ramien, allez-y. Merci beaucoup Elisabeth et Jipeng de cet exposé exhaustif mais concis, et ce qui nous donne une opportunité d'entamer des réflexions sur certains de vos propos. Je vais me concentrer surtout sur les conclusions des chapitres 2 et 3 de l'étude et du regard approfondi quant à l'évaluation de l'apprentissage et la situation des premières années et les efforts que mène le GPE pour essayer de gérer ces composants. Alors en matière de la dimension de l'évaluation de l'apprentissage, je trouvais qu'il était excellent que vous examiniez toute une brochette d'outils d'évaluation de l'apprentissage, PASEC, CONSEC, SDI, EGRA, STEP, etc. Il serait intéressant aussi, dans le futur, d'envisager des évaluations nationales aussi, même s'ils ne sont pas comparables d'un pays à un autre, c'est très différencié, ça pourrait quand même être intéressant lorsqu'on veut examiner les progrès, bon an, mal an, enfin, dans la mesure où justement il y a quand même un degré de comparabilité au fil du temps. Alors c'est un peu le postulat du premier indicateur du GPE dans notre cadre de résultats qui examine la proportion des PDP qui ont eu des améliorations en matière de résultats d'apprentissage pour l'éducation de base. Les données pour cet indicateur sont émanent d'évaluations transnationales que vous avez déjà évoquées, mais un certain nombre d'évaluations nationales sont menées et sont aussi jugées comme étant comparables au fil du temps, ces données. Donc c'est une question très intéressante qu'on peut encore examiner de plus près, mais le défi fondamental est que de nombreux pays, enfin la plupart des pays, même en Afrique subsaharienne, ne semblent pas disposer de données adéquates sur l'apprentissage, alors qu'il s'agisse de données de qualité ou comparables d'un pays à un autre. À cause de ça, nous avons essayé de renforcer les systèmes les données de l'apprentissage, parce qu'on ne peut pas évaluer sans mesurer, on ne sait pas justement s'il y a apprentissage et dans quelle mesure sans ces données. Et donc une grande majorité, plus de 70% de nos enveloppes importantes de financement pour la mise en œuvre tiennent compte des systèmes d'évaluation de l'apprentissage dans certains pays. Cela veut dire accompagner un pays pour qu'il participe à PASEC ou SACMET, et dans un grand nombre de cas, l'appui se concentre surtout sur les GMAS et les GRA, et dans d'autres cas où nous appuyons des évaluations nationales, par exemple au Bangladesh et dans d'autres régions. En fait, là, c'est un renforcement du système que j'entends. Par exemple, en République démocratique du Congo, on appuie la mise sur pied d'une instance indépendante chargée des évaluations nationales. Alors, ça en est à ses premiers balbutiements, mais c'est un exemple intéressant. Et il me semble aussi que le fait qu'un grand nombre de nos enveloppes de financement se concentrent sur ce sujet, eh bien, reflète l'une des conditions principales du modèle de financement du GPE, qui requiert que les pays qui soumettent des requêtes pour financement doivent être dotés de mécanismes permettant d'évaluer les résultats de l'apprentissage, ou au moins ils doivent avoir des plans pour établir un tel système. Faute de quoi, eh bien, ils peuvent se servir justement du financement du GPE pour essayer de mettre sur pied certains des aspects de cela.
Et de plus en plus, à mesure que nous appliquons cela, on voit qu'il y a de plus en plus d'enjeux de financement pour ce genre de projet en filière. Et il y a un autre indicateur dans notre cadre de résultats qui tient compte de la proportion des pays qui sont dotés d'un système d'évaluation d'apprentissage au niveau de l'éducation de base et qui est aux normes de qualité. Et donc, par rapport à la mesure de référence, en 2016, il n'y avait que 32% des pays, enfin, je crois 61 PDP à l'époque, qui étaient aux normes de qualité, mais nous avons recueilli des données, encore une fois, cette année. Nous sommes sur le point de tout finaliser, de tout revérifier, et cela nous montre quand même qu'il y a quand même des progrès significatifs qui ont été réalisés sur cet indicateur. De plus en plus de pays s'engagent dans des évaluations croisées, PASEC par exemple, ou même PISA for Development, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, mais cela porte sur un message optimiste que vous avez effectivement transmis. En ce qui concerne les conclusions, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, ça c'est du côté évaluation d'apprentissage. Quelles sont les interventions qui fonctionnent dans les pays pour améliorer l'apprentissage, nous dites-vous? Plusieurs des éléments des interventions que vous avez cités, par exemple pédagogie structurée, heures supplémentaires, ou même construction de nouvelles écoles, ou encore incitation pour les enseignants, sont des financements du GPE qui sont axés sur ces interventions et ces activités. Au Mali, par exemple, nous avons appuyé des comités de gestion scolaire pour faire le suivi de la durée d'enseignement, l'absentéisme des enseignants, mais un quart de nos financements ont des éléments qui sont reliés à la durée de l'enseignement ou des heures d'enseignement. C'est assez intéressant. Je crois également que, à la base, ce que vous avez souligné, c'est que les enfants ont un meilleur apprentissage dans une langue qui leur est connue, est essentiel. La recherche le dit depuis nombre d'années dans différentes disciplines, mais pour le Burundi, comme vous l'avez cité, et la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, tout ceci était très intéressant et on aimerait en savoir davantage sur ces études et en quoi les autres pays peuvent en tirer parti et adapter leur politique. J'ajouterai ici que dans le rapport des résultats 2019, nous aurons un chapitre thématique sur l'enseignement et sur l'apprentissage. L'apprentissage par rapport à la langue d'apprentissage ou le genre, la situation socio-économique, le cadre urbain ou pas. Et il est très intéressant d'avoir des analyses que nous allons réaliser. Brièvement maintenant, sur les conclusions des premières années d'apprentissage, vous avez parlé de la congestion. La moitié de nos financements porte sur cet élément, formation des enseignants et utilisation des heures d'enseignement, évaluation des enseignants. Gambie, Kenya, ce sont des exemples. Et en RDC, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est intéressant, on a un effet de levier sur le financement fondé sur les résultats, en incluant une cible de 10% d'amélioration de la participation pour les premières années d'enseignement, pour le décaissement justement des premières tranches de nos financements. C'est ce que nous allons suivre de très près. Merci mille fois. Quelques instants vont nous rester pour répondre aux questions de nos participants. À moins que vous n'ayez une conclusion, nous allons passer à Margaret. Et une dernière chose, si je peux. C'est sur l'une des hypothèses que vous avez soulignées, c'est-à-dire le partage et l'enseignement entre pays. Au GPE, dans le domaine des évaluations, nous avons une initiative qui est l'évaluation de l'apprentissage. Et ce que nous faisons dans cette initiative, c'est d'appuyer un réseau régional talent en Afrique subsaharienne, coordonné par Dakar, par l'UNESCO,
où les pays de la région font de la recherche, de l'échange de connaissances, développement de capacités du côté technique. Par exemple, un atelier se tient sur l'utilisation et la diffusion de données de ces évaluations. L'idée de partage, d'apprentissage entre pays qui est dans tout votre rapport est l'un des éléments que nous souhaitons appuyer. Désolé Raphaël, j'ai dépassé mon temps de parole. Margaret, vous avez la parole. Oui, tout à fait. Je vais maintenant transmettre quelques observations de mon collègue qui n'a pas pu venir. Pour récapituler les commentaires qu'elle nous a envoyés, elle souligne il est essentiel, les enseignants sont essentiels. L'objectif sont d'améliorer donc la part des enseignants en 2020, leur déploiement renforcé, et également la part des enseignants dans la prise de décision. Elle note également que les études se retrouvent dans ce que vous avez, vous, entrepris. Donc, les partenariats avec le GPE sont très importants pour les pays. Alors, le plan sectoriel de l'éducation, les conclusions observées, qu'il y ait suffisamment d'enseignants et suffisamment pour les recruter également. Alors, les enseignants dans les zones les plus reculées, c'est une difficulté, ce qui est renforcé par des données qui ne sont pas fiables sur les écarts ou les déficits d'enseignants. Donc, les nouveaux enseignants, on ne sait pas toujours où ils sont envoyés très souvent. Il n'y a pas d'incitation pour attirer les enseignants dans les zones les plus reculées. Et il y a ensuite la question de préparation à l'enseignement, c'est-à-dire les enseignants ne sont pas prêts à enseigner. C'est un cycle vicieux. Ils sortent d'un système où eux-mêmes ont reçu une instruction de faible qualité, le développement professionnel est déficitaire et donc c'est là le cercle vicieux. Et les enseignants doivent être appuyés quand ils sont en cours de fonction. Alors que le professeur principal les aide, il n'y a pas de conseiller pédagogique ou ils ne sont pas équipés pour apporter des commentaires constructifs. Et c'est un problème, certes, quasi universel. L'on a vu que le système d'éducation n'attire pas les meilleurs enseignants. La rémunération n'est pas suffisamment bonne, l'intérêt n'est pas non plus, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'amélioration de carrière. Donc ça, c'était en quelques mots ce que nous disait notre collègue. C'est là où le GPE essaye de régler ces problèmes. Et les participants au webinaire ont souligné ces questions également. Alors, la planification sectorielle, la mise en œuvre de ces plans également, elle note que nos financements appuient le développement des enseignants. Par exemple, en Ouganda, nous avons investi 31 millions pour former 12 000 enseignants de primaire pour améliorer les compétences de calcul, de lecture en langue locale et en anglais. D'autres financements appuient la gestion des enseignants. Quelques exemples intéressants. Au Soudan, renforcement des systèmes informatiques de gestion pour combler les déficits de données. Au Congo, appuyer le recrutement des enseignants au niveau décentralisé. Au Cameroun également, conversion des enseignants communautaires en enseignants contractuels dans les zones les plus reculées. Donc ça, c'est les interventions nationales où le GPE intervient. Et il y a plusieurs initiatives, nous dit-elle, pour le KICS du GPE, où l'on tente d'identifier ce qu'on appelle les biens mondiaux.
Donc, nous avons noté certaines des questions sur la budgétisation, par exemple, les données également. Dans ce chapitre, il y a des recommandations au niveau de la budgétisation, c'est-à-dire une part plus importante pour l'éducation, et augmenter les recettes également à cet égard. Ce sont là des éléments très importants pour le GPS et dans notre modèle de financement, pour le financement, pour la mobilisation des financements intérieurs, et ce sera bien sûr dans la campagne de reconstitution où nous soulignons ces sujets lorsque nous demanderons aux partenaires et au gouvernement d'améliorer les niveaux de financement à cet effet, en notant que bien sûr ceci est lié aux autres questions que vous avez soulevées. Par exemple, un dialogue entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances. C'est un autre domaine où nous travaillons. Une assistance étrangère supérieure, c'est très important, nous le reconnaissons. Et du côté GPE, peu à dire, mais le débat sur les dépenses au niveau des ménages, ça c'est un domaine très intéressant. Et on peut présumer que c'est négatif, mais nous pensons qu'il faudrait tenir une conversation en n'oubliant pas qu'il y a donc une possibilité pour les ménages d'accorder des fonds à l'éducation. Et je sais qu'il nous reste quelques instants. Alors, le rapport qualité-prix est également important. La capacité de planifier au niveau des budgets, c'est important. Dans l'une des diapositives, vous le dites, qu'il faudrait donc modifier le modèle salarial simplement pour la collaboration. Nous avons vu que l'aide étrangère est très variable selon les pays et les taux d'exécution sont intéressants. Ce qui est budgétisé par rapport à ce qui est dépensé, nous avons noté que dans les dépenses de bien équipement, il y a une relativement mauvaise exécution à ce niveau et ceci est attribué selon les pays du côté donateur. C'est-à-dire que les décaissements ne sont pas toujours à temps pour procéder, mais il y a question de capacité dans les pays quant à la passation de marché et la gestion financière. Ce sont des questions très importantes. Et l'on en revient à l'idée, peut-être dans une autre optique, le rôle de l'assistance technique pour les donateurs, pour l'appui de meilleurs systèmes TSM pour s'assurer qu'il y a alignement par rapport aux systèmes nationaux grâce au renforcement des capacités des pays. Et enfin, il faut noter que c'est un point très important, l'idée que la capacité de planifier et de bien budgétiser est à la base des améliorations dans ces domaines. Il est nécessaire d'avoir de meilleures données et ce pour les plans sectoriels du GPE. Ce n'est pas uniquement les données, mais d'avoir de bons planificateurs. Et ce que l'on pourrait ajouter, c'est que les données sont bonnes, mais il faut également savoir qui va utiliser ces données et la qualité de ces personnes. Ce que je voulais signaler, parce que nos collègues au niveau du dialogue politique l'ont souligné, et elle a beaucoup travaillé sur la revue conjointe, la discussion des questions financières lors de ces revues, ainsi cela souligne d'autres questions, qu'il n'y a pas suffisamment de suivi pour les questions budgétaires. L'utilisation donc des données n'est pas toujours la meilleure. Et il y a des opportunités pour améliorer les données, le suivi, l'évaluation. Ce n'est pas uniquement l'évaluation de ce qui s'est
faits, mais également de se servir des données et d'un échange pour créer des conversations sur la façon d'être plus souple et de s'adapter dans la planification au niveau financier, comment réaffecter les fonds, mais également comment réfléchir à l'adaptation des programmes lorsque la mise en œuvre n'est pas forcément opérante. Ça, c'était très brièvement, mais merci de nous avoir relaté votre rapport. Merci, très intéressant. Merci à mes deux collègues. C'était très intéressant de voir comment le GPE travaille sur d'autres questions et les recommandations, mais qui sont bien sûr incluses déjà dans le rapport. Elisabeth Jipen, nous avons plusieurs questions. J'ai essayé de les regrouper. Je ne sais pas, il nous reste quelques 15 minutes. Nous allons pouvoir y répondre. D'aucunes sont analogues. Des questions, par exemple, sur vos conclusions sur les enseignants, mais je vais commencer par les questions sur la méthodologie pour regrouper les pays et d'autres questions sur les interventions que vous avez soulevées quant à l'effet sur les résultats d'apprentissage. Donc la première question est sur le regroupement des pays. Alors, dites-nous si votre regroupement a tenu compte de la méthodologie Saber. L'autre question était les interventions qui ont été citées dans votre exposé. Quelqu'un a noté qu'il y a une corrélation négative entre les différentes interventions scolaires et de santé sur le paludisme. Comment est-ce possible et quelles sont les données qui sont à la base de cette conclusion? Quelqu'un d'autre fait un commentaire sur des programmes scolaires au Nigeria et il voudrait avoir vos avis sur l'effet de ce genre d'intervention, mais en tant que programme autonome. Et est-ce que cela aurait un impact sur les résultats d'apprentissage éventuellement? Est-ce que vous voulez qu'on réponde à ces questions, Raphaël? Et oui, absolument. Et ensuite, il y aura un autre tour de questions. Merci. Alors, la question de la méthodologie, d'abord. Le regroupement de pays, en fait, on examine ces pays par rapport à des indicateurs d'accès, les données TBS, ainsi que les données de rétention scolaire et autres données. Alors, le cadre Saber dont on s'est servi permet d'évaluer un pays par rapport aux politiques menées. Où en sont-ils par rapport aux politiques qu'ils mènent, par rapport aux sous-domaines, éducation de la prime enfance, participation à l'éducation, dans le développement. Dans le rapport, on examine certaines des données Saber et au sein de ce rapport, seulement. Ça ne fait pas, par contre, partie du regroupement de pays. Et en ce qui concerne les interventions qui font toute une différence par rapport aux résultats d'apprentissage, on se concentre sur les interventions qui ont un impact sur l'apprentissage. Et il y a un autre graphique dans le livre qui tient compte des interventions qui font toute la différence en matière de participation. Mais l'un des caveats ici de réserve, c'est que c'est en fait un très faible nombre d'interventions dans la région africaine. Je ne me souviens plus ce que c'était pour les interventions de lutte contre le paludisme dans les écoles, autres données importantes et étranges, c'est l'impact négatif. Et en fait, c'était basé sur 4 différentes interventions, mais je ne me souviens plus des données pour le paludisme. Mais parfois, certains de ces rapports eux-mêmes ne parlent pas de l'intervention elle-même à proprement parler, mais la manière dont l'intervention a été exécutée dans le dit contexte. Et voyez-vous, il faut que nous soyons très prudents quant
à la manière dont on utilise ces données. C'est très spécifique par rapport à l'intervention spécifique du pays lui-même et la manière dont l'activité a été mise en œuvre. Et le rapport met en exergue cela très clairement. Alors, ce n'est pas dire qu'on ne mène pas ces activités, mais il faut les mettre à l'essai dans différents contextes, et cela nous permet d'avoir quand même quelques idées. D'autres éléments, voulez-vous ajouter autre chose? Bien. Raphaël? Merci beaucoup de vos réponses. Alors, pour le deuxième tour de questions, il s'agit des systèmes d'évaluation d'apprentissage. J'ai 3 questions. Tout d'abord, les moteurs de l'abandon d'études, du décrochage, le coût, la qualité d'éducation, ce sont des facteurs cités, mais quelqu'un veut savoir justement quelle est votre position par rapport aux examens, etc. Et dans quelle mesure est-ce que cela dissuade de rester à l'école? Et comment améliorer les systèmes d'évaluation d'apprentissage et EMIS, par exemple, afin qu'il y ait une espèce d'interaction entre eux? Et dernière question, le coût de la mise au point de systèmes d'évaluation d'apprentissage. Et est-ce que vous avez constaté dans votre étude que le coût de mettre au point un tel système est en effet un obstacle, une barrière par rapport au fait de disposer de systèmes d'évaluation d'apprentissage? Et d'ailleurs, Natacha et Jipeng, si vous voulez compléter, alors sur la question de l'abandon d'études, peut-être que je n'étais pas clair dans mon exposé, mais il y a 3 aspects différents dont nous tenons compte, qui ont un impact sur le fait que les enfants restent ou non dans le système. Le graphique que vous avez vu était lié au coût et à la qualité. C'est cette question que nous posions du côté de la demande. Du côté de la demande, demandez aux ménages pourquoi est-ce que votre enfant a abandonné ses études. Et ce sont les raisons citées par les ménages. Mais il y a également le côté offre. Pourquoi est-ce que les enfants veulent quitter l'école ou arrêter d'aller à l'école? Eh bien, parfois, il y a de longs déplacements qu'ils doivent faire pour aller à l'école. Alors, le fait que les écoles ne soient pas accessibles ou facilement accessibles, évidemment, cela devient encore plus un problème au premier cycle du secondaire, davantage, mais aussi les fournisseurs, c'était une autre raison, et puis les barrières structurelles qui existent. Et on a beaucoup parlé des barrières structurelles, des examens où les enjeux sont élevés entre l'année 6 et l'année 7. On a démontré que lorsqu'il y a des tests de grande importance comme cela, et on insiste, dans certains pays, il y a une espèce de pic en matière de redoublement, l'année avant l'examen. Et puis aussi, on constate aussi un pic dans l'abandon, dans le décrochage. Donc il se passe quelque chose où les enfants se voient un petit peu évincés du système et on veut vraiment que ce soit les meilleurs qui passent l'examen et qui le réussissent. Et lorsque l'on examine les données de ceux qui abandonnent leurs études, eh bien ce sont les filles, et donc les plus pauvres, les enfants les plus pauvres, les filles, les femmes, et donc il y a vraiment un effet important des examens qui dissuadent. On n'a pas vraiment regardé de près le coût de mise au point de systèmes d'évaluation de l'apprentissage. Peut-être que les collègues du GPE ont plus d'informations à ce propos, parce que c'est quelque chose qu'ils appuient dans de nombreux pays, mais nous n'avons pas cela dans nos activités, ou pas, en tout cas trop de profondeur. Alors tout ce qui est dans les systèmes EMIS, je n'ai pas vraiment constaté cela dans les contextes dans lesquels j'ai travaillé, mais ce que nous avons constaté, c'est que les systèmes EMIS eux-mêmes sont faibles et les systèmes d'apprentissage sont encore en phase de mise au point. Ils sont encore en train d'être développés. Alors on se dit qu'il faut renforcer ces systèmes déjà avant de passer à un stade supérieur. Alors on ne voyait pas ce genre d'intervention se passer dans les pays, mais ce que nous avons par contre constaté, lorsque je parle de faible, c'est à différents niveaux. Certains pays collectent les données mais ne s'en servent pas.
ce pour planification ou politique ou adopter. Et en fait, il y a aussi la question qu'il n'y a pas d'interaction, de discussion entre les différents départements des ministères. On parle de sécurité des données souvent, n'est-ce pas? Et les pays sont-ils assez à l'aise de permettre accès à certaines données, un certain niveau de données qui rendrait justement une évaluation plus aisée? Prendre ces données, les intégrer au niveau de l'école et faire cela afin de pouvoir avoir une meilleure idée, une meilleure image, quelles écoles s'en tirent mieux par rapport aux ressources dont elles sont dotées. Dans le genre d'analyse que j'ai vu mener, on voit à quel point les relations sont faibles entre la répartition d'enseignants ou la fourniture d'enseignants, une grande partie du budget, puis les résultats des examens. À partir du moment où vous disposez de ce genre de données, eh bien, la question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données? Peut-être qu'il faut prendre du recul à partir de ce moment-là. Donc, il y a l'intégration des données comme étant une première étape qui mène à une discussion entre les parties prenantes idoines autour de la table, se servant d'outils adéquats pour continuer à améliorer. C'est presque comme si on allait chez le médecin et le médecin vous dit vous avez tel problème et puis ensuite il n'y a pas de traitement ou il ne vous parle d'aucun traitement, vous n'avez pas vraiment de possibilité d'envisager quelque traitement que ce soit. Mais ce qui doit faire partie de la discussion, c'est que puis-je faire pour améliorer les choses. Lorsqu'on essaye d'intégrer les données, comme l'a dit Margaret, pas des données tout simplement pour dire qu'on a des données, mais pour avoir des discussions utiles et probantes. Alors, je vais essayer de passer à un troisième tour de questions. On n'a plus que 3-4 minutes. Surtout sur les enseignants et le financement. Première question. Si vous avez des recommandations éventuellement sur le fait de réconcilier des niveaux élevés d'absentéisme d'enseignants avec la nécessité d'améliorer la formation ou le recyclage. Et par rapport aux enseignants, vous dites que que les enseignants, leur cohorte a beaucoup augmenté en 10 années. Mais il y a quand même une carence, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Et lorsqu'on parle de doubler la population active d'ici 2030, comment réconcilier cela avec votre autre recommandation, à savoir de maintenir les dépenses liées au salaire à moins de 80% des budgets de l'éducation? Bien. Là, ce sont des questions fondamentales. Sur la première question, un grand nombre d'enseignants sont absents à cause des absences autorisées pour la formation de ces enseignants. Mais il n'y a pas forcément totale déconnexion. Parce qu'aussi, les formations des enseignants peuvent se faire pendant les vacances, pendant les congés. Et souvent, les modules de formation dont on parle dans cette œuvre sont des formations de la catégorie de mentorat, apprentissage sur le tas, coaching, etc. On ne va pas s'en aller pendant toute une période de temps, plusieurs mois, pour être formé, puis revenir après une longue période à l'école. Pour voir une amélioration justement quant à la pratique pédagogique de l'enseignant. Le terme formation doit être compris dans son sens le plus large. Et à partir de ce moment-là, les appuis aux enseignants sont plus efficaces et les modalités que l'on fournit, de formation fournie aux enseignants, font que justement les enseignants n'ont pas besoin de quitter l'école pendant trop longtemps. Et ensuite, sur la main-d'œuvre enseignant, sur cette catégorie,
le travail, eh bien, de plus en plus, nous savons que nous avons besoin d'augmenter le nombre d'enseignants. Parce que lorsque l'on parle des scolarisations prévues dans les 20 années à venir, il va falloir augmenter le nombre d'enseignants, c'est certain. Mais, du coup, on se pose la question de savoir, justement, quelle est la capacité du système de bien déployer ces enseignants. Donc, est-ce que l'on envoie les enseignants par rapport à des normes bien précises? Enfin, il y a des idées tout à fait simples qui sont praticables, mais le mécanisme nous permettant d'y arriver a déjà nécessité énormément de conversations entre toutes les parties prenantes dans la chaîne de commandement qui déterminent finalement, in fine, quel enseignant va dans quelle région ou dans quelle école. C'est un petit peu compliqué. Et cela va exiger, par exemple, des enseignants de sciences, des mathématiques, d'autres de lettres, qui recevront une formation quelque peu différente. Donc c'est là où ça devient quelque peu compliqué. Et puis, pour les salaires, ce pourcentage de dépenses sera par rapport à des dépenses plus importantes. Donc il n'y aura pas contradiction, à mon sens, dans la recommandation que de modifier l'équilibre des dépenses. On parle de davantage de dépenses et dans nombre de pays, les dépenses sont insuffisantes et il va falloir qu'il y ait davantage d'enseignants et s'assurer également que ce ne soit pas simplement une présence d'un adulte dans une salle de classe, mais d'avoir un minimum de ressources et d'avoir un appui pour la formation, formation professionnelle pour les enseignants, voulais-je dire. Merci, Jipan. Un certain nombre d'autres questions intéressantes nous ont été posées. Malheureusement, nous sommes en fin de séance. C'est bien la richesse de votre étude qui a été soulignée. J'invite nos participants à aller au lien de la Banque mondiale pour avoir accès à des informations supplémentaires. Quelqu'un qui nous avait posé une question sur le Burundi, mais vous avez dit que vous essayez de souligner ce cas dans le rapport. Je vous encourage tous donc à aller voir les études exhaustives qui sont en ligne. Merci Jipang, merci Elisabeth. Et je crois que le dernier mot avec nos auditeurs, c'est qu'il y a le lien de YouTube. Nous allons également diffuser un récapitulatif de notre discussion. Merci également à mes collègues à Washington qui ont organisé le webinaire et nos remerciements à Henan et à Margaret de nous avoir parlé de cette étude dans le point de vue de la mise en œuvre de la stratégie du GPE. Merci à tous. Au revoir.